Le débat du jour, Jean-François Cadet. Faut-il croire dans le co-développement? Nous ouvrons le débat aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture à Bruxelles d'un forum mondial sur la migration internationale et le développement, car du point de vue occidental en général et français en particulier, le co-développement c'est la réponse conjointe à deux préoccupations majeures, la maîtrise des flux migratoires et le développement économique. Nicolas Sarkozy le disait le 29 mai 2006 lors de son passage à Cotonou au Bénin, il est urgent de mettre en place une grande politique de co-développement qui facilitera la mobilité des personnes et la réinstallation volontaire en Afrique de migrants. Aujourd'hui, ce même Nicolas Sarkozy est à l'Élysée et c'est l'une des priorités qu'il a fixées à son ancien bras droit, le ministre Brice Hortefeux. Alors le co-développement, est-ce la nouvelle épine dorsale de la relation franco-africaine? Est-ce le symptôme? Est-ce les prémices d'une nouvelle philosophie du développement? Est-ce une recette miracle, une politique réaliste ou de la poudre aux yeux teintée d'arrière-pensée? Pour en débattre avec nous, Joël Broquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du partenariat africain et fondateur du Centre de formation des élus locaux. Vous avez en particulier travaillé avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris en vue de la mise en place pour les migrants d'un guichet unique pour créer des entreprises dans leur pays d'origine. Pour débattre ce soir avec vous, Kovaline Chiminda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant, président du mouvement Ensemble pour l'avenir du Congo Brazzaville en l'occurrence. Vous suivez de près l'actualité internationale et l'actualité africaine sur votre blog. Tout à fait. Et vous n'avez pas eu dans le passé de mots assez durs pour le co-développement et pour la façon plus précisément dont les Français en ont débattu lors de la dernière campagne électorale en France. Vous parlez de co-développement, Kovaline Chiminda, comme de la nouvelle diversion de la France et d'un artifice pour se donner bonne conscience. Alors pourquoi diversion et pourquoi artifice? Tout à fait. Mais avant de répondre à votre question, il faudrait d'abord se demander pourquoi la France a mis en place cette politique de co-développement. Il faut savoir que dans cette politique du co-développement, il y a deux ressorts. Il y a les ressorts visibles, qui consiste à dire la France veut aider l'Afrique, la France veut promouvoir le développement de l'Afrique, et il y a des ressorts invisibles. Et c'est de ces ressorts invisibles que je souhaite aujourd'hui mettre à la disposition de ceux qui nous écoutent. Alors quels sont-ils selon vous ces ressorts invisibles pour reprendre votre expression? Alors ces ressorts invisibles, c'est d'abord ce que je pourrais appeler la crainte démographique. Vous savez qu'il y a des travaux, par exemple du professeur Robert Charvin, professeur à l'université de Nice Sophia Antipolis, qui disait il y a quelques années l'empire washingtonien est démographiquement condamné à court terme. La population américaine elle-même ne sera plus longtemps majoritairement blanche. La population mondiale qui s'accroît chaque année de 90 millions, essentiellement au sud, appartiendra demain au tiers-monde. Alors ce que vous voulez dire, si je vous comprends bien, c'est que d'une certaine façon, le but de la France en particulier, mais de l'Europe en général et des pays occidentaux d'une façon globale, c'est pas tellement le développement de l'Afrique, c'est surtout lutter contre l'immigration. Tout à fait. Donc l'Europe veut lutter contre l'immigration, et d'ailleurs si vous regardez les dernières lois de Monsieur Hortefeux, vous constatez que le projet de loi, tout à fait, la principale caractéristique de ce projet de loi, c'est la mise en place de restrictions pour le regroupement familial. Et donc on voit bien que on veut maîtriser les flux migratoires, et en plus il n'y a pas que ça, c'est que on veut permettre aux migrants présents sur le territoire français de participer au développement des pays d'origine sans mettre en place les conditions de ce développement, sachant que dans ces pays il y a des dictatures. Alors on va revenir sur les conditions du développement dans un instant, mais d'abord Joël Broquet, je voudrais que vous répondiez à Kovaline Chiminda. Est-ce que finalement dans l'attitude française il n'y a pas effectivement une sorte de mauvaise foi? Est-ce que sous couvert de lutter en faveur du développement des pays africains et des pays du Sud d'une façon plus générale, en fait, réellement, on lutte contre l'immigration et que la priorité, c'est pas tellement le développement, c'est vraiment la lutte contre l'immigration? Toute grande politique et toute politique est toujours à plusieurs détentes. Alors évidemment, elle peut poursuivre plusieurs buts en même temps, et elle peut poursuivre des buts que l'on approuve et des buts que l'on désapprouve. Ainsi en va-t-il de toute action politique qui a toujours une certaine ambivalence. Moi je ne retiendrai, nous avons peu de temps, et je ne peux pas effectivement engager un débat sur le bien fondé
ou sur l'arbre qui cache la forêt, ou sur les ressorts invisibles, mais plutôt m'en tenir à ce qui peut être intéressant dans les outils du co-développement qui se mettent en place. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout jeter, quoi. À la limite, peu importe les arrière-pensées, vous voulez pas vraiment entrer là-dedans. Voilà, mais on pourrait le faire. Mais l'important, c'est que ça peut faire avancer les choses. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qui peut faire avancer les choses. Parce qu'en peu de temps, alors, qu'est-ce qui peut faire avancer les choses? Si l'on part de ce constat que tout le monde fait, qu'il y a une crise de l'aide publique au développement, qu'il y a une crise de la France-Afrique, dénoncée souvent comme cachant des turpitudes épouvantables. Je dis, si on dit que ce qui se met en place sera encore pire que ce qu'on a connu, je crois qu'on va pas progresser beaucoup. Pour vous, il y a des progrès, là. Alors, on va dans le bon sens ou pas? Il y a des outils qui sont, à mon avis, indiscutablement des outils que l'on peut valablement utiliser. J'en prends un, c'est celui du décret du 19 février. Nous l'avons étudié à fond avec notamment notre délégué, Hervé Niam, qui est un spécialiste des questions bancaires. Eh bien, là, il y a un outil qui est proposé. C'est-à-dire, très simplement, les migrants peuvent utiliser leur épargne pour investir dans le pays d'origine, et la loi du 24 juillet, où vous trouverez sans doute beaucoup d'aspects à contester, il n'empêche que il y a un article 1 qui dit que ce compte épargne co-développement doit servir à faire des choses aussi compréhensibles par tout le monde que la création d'entreprises, la reprise d'entreprises, la création de logements, l'acquisition de biens immobiliers pour faire des affaires, etc., etc. Mais moi, tout à fait. Moi, je pense surtout qu'on commence on ne commence pas par les bonnes mesures. Pour faire du co-développement, il faut d'abord que les conditions soient réunies dans le pays d'origine. Or, la plupart des régimes, notamment en Afrique subsaharienne, sont des régimes dictatoriaux. Ce sont des régimes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Ce sont des régimes qui ne font pas la promotion des affaires. Quand on dit la promotion de l'économie, quand on dit à des migrants allez investir dans les pays d'origine, alors que les fameux dictateurs africains viennent investir dans l'immobilier à Paris, je trouve qu'il y a une véritable hypocrisie. On ne peut pas jouer avec ça. Surtout que n'oubliez pas, la politique de co-développement qui est prônée aujourd'hui est aussi liée au fait que la France a des difficultés financières énormes et qu'elle a besoin d'autres sources d'approvisionnement financières pour aider les pays africains. Et donc, je pense qu'on a mal commencé. Il faut d'abord commencer par la co-démocratie, être intransigeant vis-à-vis des dictateurs africains avant de leur proposer un fameux co-développement qui n'est en fait qu'une diversion. Joël Broquet, on fait les choses à l'envers ou pas? Voilà, exactement, c'est toujours ce problème de l'ambivalence. Je reçois tout à fait ce que dit mon interlocuteur et je lui réponds, est-ce que avant d'avoir instauré toutes les conditions de la démocratie, de l'état de droit, etc., il faut s'abstenir de faire des choses, j'entends bien, dont vous direz peut-être que si elles se font, vont renforcer ce système de non-droit, etc. Un exemple très simple, on peut commencer à faire quelques projections et un tout petit peu de prospective. Si demain un migrant crée une entreprise, tout le monde va s'en féliciter, les radios, les télés vont lui donner la parole. Tout à fait. Si 10 le font, ça commence à devenir un tout petit peu significatif. Oui. Mais si 1000 le font, eh bien effectivement, on sait très bien déjà que dans certains pays dits d'origine, en l'espèce, il pourrait y avoir des réticences, car ça peut entraîner des changements de mentalité, des changements de comportement dans la gestion, et donc on est toujours dans ce jeu d'ambivalence. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, quoi. Est-ce que c'est le développement économique qui amène à la démocratie ou le contraire? Normalement, si nous étions dans des régimes normaux, ce seraient ces pays qui viendraient en Europe chercher leurs migrants en leur disant revenez au pays, venez construire une nouvelle politique du développement avec nous. Mais les régimes locaux, ils en ont pas besoin des migrants. Ils ne sont pas intéressés par l'intelligentsia. Comme ce sont des régimes qui ont mis au centre de leur politique la médiocrité, ils préfèrent ne pas avoir à utiliser cette main-d'œuvre formée, cette intelligentsia qui se trouve à l'étranger. Et je vous dis que pour construire une économie, pour permettre l'investissement, il y a besoin d'avoir un état de droit, il y a besoin d'avoir une justice, il faut que les contrats soient respectés. Si vous ne commencez pas par là, le co-développement ne sera qu'une diversion, comme l'aide publique au développement n'a rien apporté à l'Afrique depuis l'indépendance des années 1960. Joël Broquet.
C'est ce que l'on s'efforce de faire avec l'OHADA, qui est la mise en place de normes juridiques, de gestion d'entreprise, d'encadrement de l'activité économique, pour donner à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, notamment, des règles uniques dans le domaine du commerce. Mais parce que la façon dont vous posez le problème, on peut craindre qu'effectivement il faille d'abord avoir établi toutes les conditions du bon fonctionnement de l'économie ou de la société pour la réaliser. Ça, c'est utopique. C'est pas utopique, mais est-ce qu'on peut... Alors, l'Asie du Sud-Est, par exemple, l'Asie du Sud-Est l'a réalisé. La Corée du Sud s'est développée en mettant d'abord en place les moyens de ce développement. Et quand elle s'est développée, vous avez vu que les migrants sont rentrés. Et donc, ce que je peux dire, les Africains, par exemple, présents sur le sol français, rentreront chez eux le jour où il y aura la démocratie, le jour où les gouvernements locaux auront pour ambition le développement de leur pays. Et il ne faut pas nier, par exemple, que vous savez que c'est la France, par exemple, à la clé du développement des pays africains. C'est elle qui a installé les fameuses dictatures. C'est elle qui tient aujourd'hui la politique. On ne peut pas dire ça pour tous les pays, en tout cas, au minimum. Dans sa zone d'influence en Afrique francophone, vous savez qu'aucun des dictateurs présents au pouvoir aujourd'hui n'est arrivé tout seul. La France a joué un rôle dans leur installation. Ensuite, sauf en Guinée. Attendez, Joël Broquet. Oui, sauf en Guinée. Mais vous voyez bien, par exemple, il y a un aspect dont on ne parle pas, c'est la politique du franc CFA. Oui. Par exemple, vous savez... On en a parlé ici même lors de notre débat il y a quelques semaines. Et vous savez que les Africains, notamment les pays de la zone franc, déposent 65% de leurs réserves de change au trésor public français. Ils n'ont pas de politique monétaire. Alors, comment un pays peut se développer s'il n'a pas sa souveraineté monétaire? Et donc, il faut y réfléchir. Je voudrais revenir, Joël Broquet, pour terminer, aux décisions, ou en tout cas à la réflexion engagée par le gouvernement français singulièrement autour de ce co-développement. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut attendre réellement de concret pour que cela marche et que cela ait ces conséquences pro-démocratiques que vous évoquez tout à l'heure. Peut-être là pourrait se trouver un bon terrain d'entente avec votre interlocuteur. Peut-être que ce compte épargne co-développement qui vise à mobiliser les individus, les sociétés, qu'on appelle la société civile. Et moi je vois des gens tous les jours, des migrants. La société civile, ils sont face aux dictateurs. Bien sûr, oui, tout à fait d'accord. Tout à fait. Mais cette société civile africaine aujourd'hui présente en France, en tant que migrant, peut effectivement se mobiliser avec ces outils qui sont donnés. Qu'il s'agisse alors d'objectifs d'une très grande simplicité, la création d'entreprises en Afrique. Et là, je renvoie aux travaux, aux notes et aux documents réalisés autour d'Hervé Niam par toute une équipe. La création d'entreprises est un objectif simple. L'usage du compte épargne co-développement est un outil simple où le migrant contracte avec la banque un accord. C'est beaucoup plus qu'un compte. C'est le fameux plan épargne développement qu'on veut mettre en place. Voilà, c'est un peu le plan sous ce nom-là, mais c'est surtout le compte épargne co-développement est un outil qui est mis à disposition d'eux. Alors, me direz-vous, cet outil est-il suffisant? On prévoit qu'il soit utilisable par 160 000 migrants dans l'immédiat. C'est très peu. Faut-il l'élargir? Moi, je pense que oui. Je pense que ça peut être un début que Valentin Chiminda. Est-ce que finalement vous n'êtes pas un peu tout de suite, quoi? Si non, mais moi, on peut pas y aller par étapes. Moi, je crois que le développement, il est d'abord endogène. Il ne peut pas être exogène. Ça viendra d'abord des populations africaines elles-mêmes. Et je voudrais lancer un message aux Africains, parce que nous n'avons pas vocation à voir les présidents les plus stupides de la planète. Nous n'avons pas vocation à rester dans la pauvreté. Et je leur demande de se battre pour le développement de leur continent. Merci beaucoup à tous les deux. Kovalin Chiminda, consultant, président du mouvement Ensemble pour l'avenir du Congo. Merci à vous, Joël Broquet, président du Partenariat africain. Merci.